Comment tu vas, Justine? Très bien. Merci beaucoup d'être là. On se connaît du cégep. Ouais. On a étudié ensemble à Champlain en film et new media. J'aime toujours mentionner d'où est-ce que je connais un peu les gens quand je les connais d'un endroit. Là. Ouais. Tu es réalisatrice, scénariste aussi? Ouais, ben j'écris mes films. T'écris tes films, c'est ça que je veux dire. Ouais. Comment est-ce que tu te décris ta personne quand tu rencontres des gens? Mais tu veux dire, mettons un titre. Ça peut être un titre ou comment est-ce que tu te présentes aux gens? Ouais. Mais là, ça devient de moins en moins clair parce que en ce moment, je travaille sur un roman graphique. Fait que. Tu m'as pas dit ça? Non, c'est vrai. Mais je m'intéresse à comme tranquillement à d'autres formes d'art ou d'autres médiums pour raconter des choses, genre mes idées. Fait que est-ce que je suis seulement réalisatrice? Non. Puis je pense que même si je faisais juste des films, je me considérais pas seulement comme réalisatrice, mais plus comme personne qui évolue dans l'art puis qui veut créer, tout simplement. Fait que peut-être créatrice ou je sais pas. Ouais. OK. C'est pour ça que t'es là aujourd'hui, dans le fond. Hein? Sinon... Oui. Mais oui, donc on va surtout aborder 3 projets que t'as fait, mais on va bien entendu parler de toi et de ton parcours et de ce qui t'a amené en cinéma, parce que là, ça a été un peu la première branche artistique de ce que je comprends. Oui. OK. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené? Est-ce que tu veux me parler de toi? Parce que, bon, on est allé au cégep ensemble, on se connaît. Ouais. Mais bon, je connais pas tous les fins fonds de ta vie non plus. Fait on va partir de là où je te connais. Pourquoi t'es allé en cinéma à Champlain? En fait, j'ai commencé mon premier contact avec comme le monde du cinéma, c'est fait en secondaire 1, où j'ai une très bonne amie à moi qui avait son père qui évolue toujours en fait dans le milieu du cinéma, puis qui était assistant réalisateur, puis qui elle m'a dit on a besoin de figurants sur le film Pee-wee 3D. Wow, OK. On a besoin de figurants dans un aréna ou dans une école secondaire pour Pee-wee 3D. Mm-hmm. Puis là, j'étais comme, oui, je vais venir avec toi. C'est vraiment comme une sortie de fin de semaine. Puis à ce moment-là, c'est comme la première fois que j'avais un peu le contact avec l'envers du décor, puis voir comment ça se passait sur un plateau. Puis ça m'a vraiment fascinée. Mais comme j'ai été prise de cours, tu sais, je m'attendais à rien. Puis là, j'ai vu c'était quoi une équipe de cinéma, la magie, comment ça se fait, un film et tout. Puis c'est à partir de ce moment-là que je me suis fait, OK, c'est intéressant, ça m'intéresse le cinéma. Puis, tu sais, j'ai continué mes études au secondaire et tout. Puis en secondaire 4, j'ai fait un premier petit film comme court-métrage dans mon cours d'art plastique. Puis j'ai une enseignante qui a comme vraiment cru en moi. Puis c'était comme la première chose que je me sentais attachée à. Tu sais, comme un des premiers trucs que je voulais continuer dans le sens de comprendre. Puis on avait fait des petits storyboards, puis j'avais adoré. En art plastique? Ouais, c'était comme... Tu sais, j'ai fait de l'art plastique. Moi, c'était mon option au secondaire. Puis à un point, on avait eu comme une petite session faire un petit film. OK. Fait que... Puis encore une fois, je découvrais vraiment, tu sais, storyboard et tout. Puis j'avais fait ça, puis elle m'a vraiment pris sous son aile. Puis elle était comme, j'en reviens pas, j'ai vraiment aimé ce film et tout. Puis ça a commencé comme ça, qu'elle m'a vraiment encouragée à croire en moi, puis à croire dans ce que je faisais au cinéma, dans le cinéma, dans ses balbutiements. Puis après, comme vu que je suis en secondaire 4, je pensais à mes options. Puis j'étais j'aimerais peut-être ça aller au cégep en cinéma, puis j'aimerais peut-être ça continuer. Wow! Fait que je suis arrivée, puis c'est là qu'on part au cégep, mais ça venait d'une curiosité. Wow! OK. Puis comme un genre de... J'aime vraiment ça. Comme j'aime ça, imaginer des trucs, puis raconter. Les concrétiser. Trouver une façon de les imaginer, de les imager par la suite. Ouais. Okay. Ouais. Est-ce que cette production cinématographique en secondaire 4, c'était-tu la première fois que tu avais l'impression de créer quelque chose? Bon, autre que, mettons, art plastique au secondaire, là. Est-ce que tu avais déjà été apporté à créer à un autre moment dans ta vie ou c'était aussi ta première démarche de création personnelle? C'était pas ma première démarche, dans le sens que je pense que j'en avais eu d'autres. C'est comme j'avais créé... j'aimais beaucoup créer des projets dans les classes. Quand ils demandaient de faire des projets, souvent, j'aimais ça, créer des sculptures et tout. Mais c'est la première fois, comme quand j'y pense,
que j'avais l'impression de jouer à nouveau, comme enfant. Ah, OK, ouais. Que c'était comme, que là, c'était pas juste, je pensais même pas à la création, là. C'était comme juste, je m'amusais. Puis en vieillissant, ces choses-là, je trouve qu'on les perd beaucoup, tu sais, l'émerveillement de quelque chose ou de, tu sais, de dire qu'est-ce qui te garde éveillé le soir ou la nuit, tu sais, qu'est-ce qui t'empêche d'aller te coucher, tu sais, dans l'art et tout. Puis moi, ça a été un peu ça. Fait que c'est comme si j'avais l'impression de jouer puis de pas voir le temps passer du tout, okay. À faire des storyboards ou à comme penser au concept et tout. Puis j'aimais vraiment ça. Fait que ça vient vraiment d'une passion. Fait que toutes les étapes vraiment de... Dans le sens que t'aimais pas juste ça filmer ou t'aimais vraiment toute la préparation aussi. Ouais. Puis après, j'ai trouvé mes étapes favorites. OK. Mais, qui sont? J'aime beaucoup écrire et faire les storyboards. OK. Et en fait, j'aime tout, mais je pense que comprendre que je peux comme imaginer puis que ça peut devenir réel, pour moi, c'est vraiment les étapes qui me nourrissent le plus. OK, ouais. Puis j'aime beaucoup après le montage parce que c'est aussi comme une autre façon de jouer avec ce qui a été fait. Mais je dirais que le tournage, tout ce qui est avant, puis de matérialiser comme un rêve dans ta tête ou genre d'imaginer, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Mais j'adore ça, en fait. OK, cool. Fait que là, après ça, le passage, ça a été Champlain, pendant lequel tu as eu l'occasion de faire un peu de projets. Ouais, après ça, t'es allé à Concordia, si je me souviens bien. Ouais, en film production. Okay. Ouais. C'est quoi qui était plus le fun? Champlain. Ouais. Mais ça, je le dis, puis parce que ça amenait, tu sais, c'était comme une continuité, dans le sens que là, j'avais découvert quelque chose au secondaire pour me sentir moins seule ou, tu sais, comme vraiment connectée avec c'est quoi la création, puis qu'est-ce qui nous appartient là-dedans. Puis ensuite, de dire, mais là, je m'en vais au cégep, puis il y a plein d'autres gens qui sont comme moi, puis qui veulent créer, puis qui s'intéressent au cinéma, mais de façon totalement différente en même temps. Fait qu'on dirait que ça, j'ai vraiment adoré le cégep. La connexion que tu as pu faire avec les autres, ouais. Okay. Qui est un art très communautaire, le cinéma aussi, donc... Oui, t'as raison. Il faut une équipe pour le faire, parce que c'est bien rare qu'on peut le faire à 100% tout seul, mettons. Là. Ouais. Fait que, OK, cool. Puis, mettons qu'on parle de les expertises que tu as pu développer avec le temps. Qu'est-ce que les études t'ont appris? Parce que, bon, j'ai l'impression que le cinéma, c'est le genre d'art, comme à peu près n'importe quel type d'art, là, mais tu peux te retrouver sur un plateau de tournage ou en faire de plus en plus à partir de la maison. Il y a de plus en plus de créations vidéo qui peuvent se produire comme de façon autonome. Ouais. Même si, une fois rendu dans le monde du cinéma, il faut une équipe pour que ça ait de l'allure, une belle allure, mettons. Là. Ouais. Ça sert à quoi d'aller en études? De faire des études? Ça sert à quoi d'aller dans un programme d'études artistiques selon toi? C'est quoi que cet enseignement-là peut apporter plus qu'à quelqu'un qui le développerait par soi-même? Mettons, personnellement, pour moi, ça a été difficile parce que c'était beaucoup pendant la COVID aussi. Mais je pense que c'est justement ce sentiment-là de communauté que tu arrives déjà, puis il y a des gens avec qui que j'ai rencontrés que je vais travailler encore avec eux, dans le sens que c'est beaucoup de bâtir cette communauté-là, mais de s'aider à comprendre le cinéma, parce que quand on sort de l'école, faut comprendre, au-delà de comprendre c'est quoi le cinéma, l'histoire du cinéma, les techniques, c'est quoi l'industrie? C'est quoi l'industrie québécoise? Comment on va chercher du financement? Comment on trouve ça? Où on va? C'est vraiment... C'est un casse-tête là, quand on est étudiant, puis tous les chemins sont différents. Fait que ça aussi, ça crée comme beaucoup de questionnements et tout. Fait que c'est comme de faire ce chemin-là à plusieurs, puis de s'encourager là-dedans, puis de bâtir un peu une recette qui nous convient. Fait que je pense qu'il y avait beaucoup le sentiment de communauté à l'école. Et y avait-tu beaucoup d'encouragement? Parce que moi, quand on était à Champlain, j'avais entendu dire qu'à Concordia, c'était beaucoup plus de la compétition que de l'encouragement ou de la... Oui, ben ça dépend des cohortes. C'est beaucoup un truc de cohorte, je pense. Puis c'est sûr qu'il y a une compétition. Parce qu'après, c'est à l'université, puis autant à l'UQAM, Concordia, l'UDM ou autres, c'est pas tout le monde qui font leur film. C'est pas tout le monde qui a la chance de faire leur film. Fait que déjà, il y a comme un comité de sélection de la part de... ne serait-ce que pour entrer dans le programme, là.
Ouais, c'est ça. Puis après, fait que oui, il y a comme un côté de compétition qu'on vit à différents degrés. Puis il y a beaucoup aussi le côté, nous à Concordia, il y avait aussi beaucoup le côté de comment on développe en fait notre œil artistique, puis qu'est-ce qu'on veut dire. Fait que je crois qu'il y avait quand même une liberté de comment on dit les choses, comment on veut les raconter, puis il y a plein de manières de le faire. Fait qu'il y avait ça qui était intéressant, tu sais. Puis que tu peux un peu trouver c'est quoi ta signature ou en tout cas ton chemin à toi, là. Oui, tu avais quand même la liberté d'essayer, de ce que je comprends? Oui. OK. Pour moi, en tout cas, oui. OK. Ouais. Cool. Puis là, est-ce que c'est... On va bientôt sauter sur ton premier court-métrage qui a été adoré par plusieurs. Là. Ça a été quoi, dans le fond, l'étape entre les études puis la production de ton premier documentaire? Est-ce que ça s'est fait de façon pas mal naturelle? Est-ce que... Rapide, quand même. Ouais. Parce que là, moi, justement, en parlant de compétition, mais j'avais pas été prise pour faire mes films à l'université. OK. Puis je savais que je voulais vraiment... En fait, je pensais quitter le cinéma. Parce que je me sentais pas à l'aise à l'université. On dirait que j'étais comme... je me sentais pas à ma place. Je savais pas quel rôle exactement me convenait. J'essayais directrice photo, mais je me sentais comme vraiment maladroite avec l'équipement. Fait que j'étais un peu productrice, mais ça me stressait. J'étais vraiment dans un questionnement. Ouais. Okay. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce que... Tu sais, moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est raconter. Puis même quand j'étais jeune, c'était comme inventer des histoires, tu sais. Puis on dirait que le processus s'est fait un peu inconsciemment, mais que j'étais comme, peut-être je pourrais essayer de faire un film, tu sais. Puis je savais aussi que pour aller dans l'industrie, il fallait un premier film au moins pour mon portfolio. Fait que j'étais comme, peut-être que je peux essayer de faire quelque chose l'été qui a suivi la fin de mes études, avec des gens qui finissent comme moi, puis aller justement là-dedans, puis d'essayer de faire quelque chose. Mm-hmm. Fait que c'était ça un peu le processus. C'était comme, je vais essayer de revenir un peu à qui je suis, qu'est-ce que j'aime, essayer de le faire selon ce que je pense, comment je veux essayer de manifester ce que tu as en toi, peut-être? Ouais, exact. Puis, fait que Oasis est né. D'une part d'inconscient, mais aussi d'espoir de me dire, OK, est-ce que ça peut être ça aussi, le cinéma pour moi? De façon très instinctive, là, de ce que j'entends. Là. Oui, puis c'est quelque chose que dans la démarche de création, même à ce jour, que je continue de réfléchir et de discuter, c'est où est la part d'instinct dans ta création? Parce que je trouve que nous-mêmes, en tant qu'artistes, on va commencer à suranalyser nos œuvres, suranalyser notre démarche, vraiment aller dans une analyse poussée de ce qu'on fait et les autres aussi vont le faire. Fait qu'ils ont aimé ou pas nos œuvres, il va y avoir comme à tel moment j'ai vraiment aimé ça, tu sais comme on le fait nous-mêmes pour des films qu'on on adore comme analyser des œuvres et tout. Puis je trouve que cette analyse-là, quand on en devient trop conscient, on perd beaucoup l'instinct, puis l'instinct amène des choses brutes qui sont comme très, très, très uniques et individuelles. Fait que pour moi, c'est comme comment on reste dans cet émerveillement-là du cinéma, mais aussi dans l'instinct. De faire des choses sans explication, comme sur papier de A à Z. Ouais, OK. Mais c'est quand même bien que je trouve ça le fun que tu le formules de cette façon-là, parce que tu disais plus tôt que de faire du cinéma pour toi, c'était de jouer. Ouais. Tu sais, c'était de s'amuser, puis ça me fait réaliser à t'écouter parler que à l'université, quand on étudie le cinéma, justement, puis c'est pour ça que ça a été une de mes questions avec toi, j'ai l'impression qu'on apprend beaucoup des codes, puis on apprend un peu à utiliser ces codes-là, puis en mettre dans notre art, que ce soit en cinéma ou autre, puis que justement, des fois, ça peut venir briser une certaine magie, un certain jeu ou un certain instinct quand tu l'as bien dit, on se met nous-mêmes à suranalyser notre œuvre pour à se demander, à un moment donné... Ouais. Essayer de lui trouver une valeur ou un... C'est ça, oui. Puis les codes sont importants dans le sens comme... En fait, ce qui est la beauté, c'est de les défaire puis de comprendre les bases ou qui sont venus avant nous ou comment on a... Qu'est-ce qu'on veut apprendre aussi de ce qui existe déjà. Mais ensuite, c'est comme... Réfléchissons à... Est-ce que ça s'ajoute ou ça s'applique pour nous, ces codes-là? Ou est-ce qu'on peut justement comme y aller avec ce que nous, on pense ou ce qu'on veut comme... C'est quoi l'élan aussi?
Ouais, Puis l'élan ouais. vient rarement avec des codes. Oui, ouais, c'est ça. Je suis bien d'accord avec toi. C'est pour ça Ouais. que je suis comme, Ouais. tu me fais réaliser une petite affaire, tu sais, quelque chose qu'au final je partage, mais que des fois c'est d'entendre des mots pour comprendre la pensée. Là. Oui. Mais ouais, c'est vraiment le fun. Donc, est né Oasis Oui. cet été-là. Oui. Ça me tente que tu nous racontes un peu ce que c'est Oasis, du moins l'histoire qui t'a mené à vouloir faire un documentaire sur ce sujet-là. Oui. Oasis, c'est un documentaire qui suit Rémi et Raphaël, 2 jumeaux de 14 ans, donc à l'aube de l'adolescence, mais encore un peu plongés dans l'enfance. Et ça les suit pendant une très brève période de temps où ils vont peut-être passer ce dernier été-là parce que Raphaël a un handicap qui le distance un peu de son jumeau et vice-versa. Donc, c'est comme si, là, il y en a un qui s'en va vers l'adolescence et l'autre reste un peu plongé dans l'enfance. Et c'est un peu sur les codes sociaux, justement, qui sont liés aux relations fraternelles. Donc, donc c'est ça l'histoire. Puis, moi, l'origine de ce film, en fait, est encore une fois très inconsciente, mais je voulais vraiment faire un documentaire puis garder quelque chose qui était proche de moi. Et les jumeaux, je les connais depuis vraiment longtemps parce que j'étais leur gardienne quand j'étais jeune. Ouais. Donc, il y avait comme ce côté-là de on reste dans des paramètres que je connais. Puis, je dis que c'était inconscient parce que ce film est aussi le reflet, par exemple, de ma propre relation avec ma sœur, où je trouvais ça super difficile à l'adolescence de moi grandir un peu plus vite ou plus au même rythme qu'elle. Et donc, d'avoir une distance qui est un peu incontrôlable, qui est non désirée de nous deux, mais qui est quand même là parce que... vous prenez vos chemins un peu personnels. C'est ça. Tu as 2 ans avec ta sœur, je pense? OK, ouais. C'est ça. OK. Elle est 2 ans plus jeune. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a comme ce timing-là que j'ai voulu filmer les jumeaux que je connaissais depuis vraiment longtemps à 14 ans pour voir comme est-ce qu'on est à un point tournant dans leur relation. Puis c'est un film qui est très contemplatif, mais qui est justement dans cette ligne-là de vouloir comme voir qu'est-ce qui... Puis moi, c'est un peu le point d'attache avec le film au départ. C'était quel est l'essence de leur relation si on enlève tout facteur extérieur. Donc, vraiment comme si on crée une bulle. Fait que pas d'amis avec eux, pas de cellulaire, pas de parents, puis il y a juste eux dans un décor qui est dans la forêt. Fait que c'était un peu d'observer ça. Ça, c'est ce que je me demandais, justement. Est-ce que les parents ont assisté au tournage ou pas du tout? Non. C'était la première fois. Puis aussi, c'est comme le cinéma quand ça va au-delà de l'image, mais c'était la première fois que les jumeaux partaient en petites vacances de plus de une journée à dormir ailleurs sans leurs parents. OK, fait que c'était comme aussi une expérience. Pour eux, oui, c'était comme une histoire parce que c'est pas juste un tournage, c'est aussi un séjour au chalet. Avec comme d'autres gens, mais que, tu sais, on rend ça aussi, que c'est un souvenir qui va au-delà d'un tournage. Oui, j'ose imaginer. Là, oui. Est-ce que c'était dans le fond le chalet de leurs parents? C'est un chalet qu'ils connaissaient ou c'était 100% un nouvel endroit que pour je eux? Connaissais. Fait que c'était le chalet c'est le chalet de mon oncle et ma tante. OK. Que moi, j'allais là quand j'étais jeune, puis j'ai plein de souvenirs d'été à cet endroit-là. Fait que c'est aussi, pour moi, qui sortais de l'école, c'était de trouver des cadres qui étaient où je connaissais les nuances de qui je filmais, mais aussi où je filmais pour entrer dans quelque chose qui n'est pas juste un paysage, mais que je sais qu'à cet endroit-là, il y a tel passage secret et tout, parce que je connaissais les lieux, puis j'avais un attachement personnel à ces lieux-là aussi, émotif. Oui. OK. Wow, OK, c'est encore plus immersif comme film que ce que je pensais. Là. Mais c'est toutes des questions que je me posais parce que bon, je sais qu'on en avait déjà parlé un petit peu, mais avant de commencer le tournage, je veux dire, mais il y a eu un peu des moments de scénarisation pour arriver à ce documentaire-là. Ouais. Ça me tente de discuter puis de comprendre un peu. Ben, il y a des parties que je sais dans la conception d'un documentaire, là, mais on s'imagine pas généralement qu'un documentaire, ça peut être scénarisé. Ça se passe comment, surtout avec ton expérience avec les jumeaux, de s'apprêter à vivre une histoire? Parce que
En plus qu'on le dit, c'était immersif, c'était une nouvelle aventure pour eux. Fait qu'il y a quand même une préparation, alors qu'on peut penser souvent que le documentaire, parfois même, il y a des gens qui disent que dans le documentaire, il n'y aura pas d'entrevue, il n'y aura pas d'interaction avec la caméra. On fait vraiment comme si les personnages, en fait, ont quasiment pas conscience de la caméra. Ouais. Comment est-ce qu'on vient démystifier ça puis se dire, dans le fond, ça reste un documentaire, même s'il y a comme une intention un peu Mais ça, de scénaristique derrière, tu sais. Ouais. Ça, c'était vraiment comme une vision que je tenais vraiment fort à ça parce que je me disais, justement, puis j'avais un cours à l'université qui m'avait beaucoup intéressée qui était quand on regarde une fiction, pourquoi on est capable de pleurer pour un personnage? Pourquoi? Puis c'était vraiment un cours plus sur la science derrière le cerveau, de pourquoi on est capable de s'attacher à quelqu'un qui n'existe pas, sauf à travers l'écran. Puis je me disais, mais est-ce qu'on est capable en documentaire de raisonner avec des personnages comme ça? Puis est-ce qu'on est capable d'aller justement dans quelque chose qui est beaucoup plus senti? Okay, puis moi, je me disais, mais je veux faire un documentaire, mais je veux pas qu'on soit encore dans les faits. Puis je veux pas éduquer, tu sais, je veux juste que puis tu nommais tantôt l'immersion, mais c'était vraiment ça. Je veux qu'on rentre dans un film, qu'on soit pas en train de catégoriser est-ce que c'est un documentaire, est-ce que c'est une fiction, mais c'est un film aussi. Puis tranquillement, puis c'est quelque chose que je me pose ces temps-ci, mais est-ce que le documentaire est un genre ou est-ce que l'animation en est un? C'est il y a beaucoup de débats là-dessus, mais est-ce que c'est aussi un outil pour raconter, comme la fiction en est un? Ouais. Fait que faire un film, est-ce que c'est un mélange des deux? Ben peut-être justement parce que des fois, moi puis même avec Les Faux Sapins, ça a été mon autre court-métrage, ça a été comme une démarche justement qu'on va dans une approche documentaire et fictive parfois. Fait que dans Oasis, c'est un documentaire, mais je me disais, c'est quoi la meilleure façon, tu sais, d'aller capter ces émotions-là avec les jumeaux, de comme faire ressentir, puis que les gens ne soient pas indifférents non plus à certains faits qui sont parfois présentés d'une manière soit frontale, mais comme très détachée de ce que le protagoniste peut vivre. Et pour ça, je me suis dit, de toute façon, c'est ma vision de la réalité. Comme de toute façon, je suis biaisée dès le début parce que c'est moi qui pose un regard sur leur relation. Fait que c'est pas vrai que c'est neutre ou que c'est, dans le sens le cinéma aussi, c'est un médium où on va on met notre regard dans tout ça. Et avec les jumeaux, fait que je me suis dit, je veux que ça soit dans l'immersion, dans le jeu, justement. Puis je voulais pas non plus qu'on rentre dans quelque chose de scripté. Je voulais pas que ça non plus défasse leur nature. Dans le sens qu'ils sont leur propre personne. Puis je veux pas qu'on commence à faire des répliques ou à dire des choses. Pour moi, c'était comme, on raconte leur histoire, comment ils veulent la raconter, mais dans un cadre qui est peut-être un peu plus imaginé que je laisse une caméra. Parce que aussi, 2 garçons de 14 ans, si je mets une caméra, je dis je vous suis, il se passera pas nécessairement comme beaucoup de choses dans le sens que ça va être beaucoup, on va suivre, mais au final, on perd du naturel, clairement. C'est clair qu'on fait un tournage. Donc, pourquoi ne pas assumer le fait qu'on fasse un tournage puis les guider dans ce tournage-là? Oui, mais étant donné que de toute façon, le but, c'est de présenter leur relation et donc pas de présenter l'univers qui les entoure. Ou leur quotidien, exact. C'est ça. Oui, c'est ça. Puis il y a des intentions précises, puis il peut en avoir, pour moi, dans mon opinion, il peut avoir autant d'intentions précises qu'en fiction. Alors, j'ai utilisé des carrés de sable au sens métaphorique. Ah oui, OK. Donc, je me suis dit, comme un carré de sable, de dire, je trace un cadre pour les jumeaux. Ouais. Par exemple, à telle heure ou à tel moment, est-ce que ça vous tente qu'on aille chasser les grenouilles ou qu'on aille faire, parce que dans le film, il y a beaucoup d'interactions avec la nature ou de grenouilles, mais on pourrait faire, puis dans mon intention de cette scène-là, je sais que ça va être pour présenter leur complicité, présenter un moment beaucoup plus playful avec eux. Puis après, est-ce que vous voulez qu'on fasse une tente, qu'on monte une tente le soir? Ça sera pas la même énergie, ça sera pas la même intention. Puis moi, en tant que cinéaste, je présente d'autres choses ou
je bâtis aussi les nuances de leur relation. Oui, ouais, je comprends. Selon ce qu'on voit. Fait que c'était vraiment justement, ou comme un camp de vacances. Tu sais, comme là, il va y avoir telle activité, puis c'est telle scène qu'on filme. Puis établir ces cadres-là, c'est un peu mes scènes. Je comprends. Fait que c'est comme de faire des cadres qui sont guidés pour que eux, il y ait comme la sécurité de savoir ce qu'on fait, mais ils peuvent évoluer avec... Ils vont continuer à interagir un avec l'autre. C'est ça. Puis c'est... Comme ils interagiraient à travers ces activités-là, comme tu le dis, comme si c'était dans un camp de vacances. Ouais. Exact. Fait que c'est comme de diriger ces activités-là pour qu'ils soient le plus authentiques possible, puis qu'il y ait comme une direction, en fait, puis qu'ils ne soient pas laissés, puis qu'ils ne savent pas. Fait que moi, je suis beaucoup pour... ça, c'est une phrase vraiment toute bête, mais fais que ton participant participe au film. OK, ouais, je comprends. Que tu peux lui montrer comment on fait le focus sur la caméra, qu'il aille voir derrière, qu'il comprenne, qu'il apprenne, qu'il voit comment on perche le son, tu sais, comme tout ça pour que après ça devienne aussi ses idées à lui, puis qu'il puisse... s'amuse avec ça. C'est là. ça, ouais. c'est ça. OK. Ouais. Wow. Ça a été comment pour toi de... Bon, les jumeaux, tu les connais depuis longtemps. Tu as clairement un lien de confiance avec eux. Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris sur leur relation? Qu'est-ce que toi, tu as découvert dans ton propre documentaire? Oui, beaucoup de choses par rapport à moi-même. Ah ouais? Dans le sens que, oui, je pouvais apprendre sur les jumeaux comme ça a toujours été le cas en les gardant puis en les voyant évoluer. Mais pour moi, c'était beaucoup par après. C'était de voir que, tu sais, il y avait beaucoup de choix et d'instinct dans le film, beaucoup de choix un peu inconscients, ou tu sais, que je me disais, ben, je le ressens, fait que ça veut dire que, tu sais, je me sens à la bonne place et tout. Mais ensuite, ça a été beaucoup de comprendre, j'ai filmé ce moment-là de leur vie parce que c'est peut-être un moment qui a été important pour moi dans ma vie, ou justement tu sais, ça a été mon premier film, fait qu'après, pourquoi mon regard va là? Qu'est-ce qui m'intéresse dans ça? Fait que c'était aussi de voir comme il y a des aspects de ma personnalité qui sont qui se lient à ma personnalité de réalisatrice que tout fait un en fait. Puis par ça, ce que je veux dire, c'est j'étais ce que je te racontais tantôt, mais j'étais une personne très timide au secondaire, puis j'avais toujours comme je me sentais très maladroite socialement, puis ce que je faisais, c'est que j'observais beaucoup. Fait que j'avais pas quoi dire des fois, puis ça me gênait. Fait que j'observais. Puis avec Oasis, il y a eu beaucoup de moments d'observation, un peu que c'était comme ce côté-là de ma personnalité qui ressortait, puis que j'aimais justement être dans les non-dits, très, très peu de dialogue, beaucoup de jeux de regard, beaucoup de choses qu'on comprend sans rien dire. Puis que pour moi, ça fait un peu juste partie de qui je suis, en fait. Puis que je suis comme, cette partie-là de moi s'implique ou se bâtit et habite mes films, en fait. Oui, je comprends. Ouais. Tu vois, j'ai discuté avec un artiste à un moment donné qui a dit une phrase qui a quand même changé ma vision de l'art. Il m'a dit, lui, il fait de la peinture, dans le fond. Il y a des photos qui ont déjà été prises ou que lui a déjà pris. Mais souvent, il se fait envoyer des photos puis il les recrée visuellement grâce à la peinture. Puis je me rappelle pas comment est-ce que la discussion est arrivée jusque-là, mais il m'avait dit non, mais tu sais, c'est... Parce que je lui avais dit, je pense, mais il y a tel détail qui est dans ta peinture qui est pas... Tu sais, il y a pas ça dans la photo ou quoi que ce soit. Il m'a dit, ouais, mais c'est ça que je veux mettre dedans. Et là, j'étais comme, OK. Puis il m'a dit, mais tu sais, dans le fond, moi, ce que je fais, c'est des autoportraits. Puis j'étais comme, qu'est-ce que tu veux dire? Puis il est comme, puis là, c'est lui qui m'a dit, selon moi, n'importe quel artiste, peu importe l'œuvre qu'il fait, c'est un autoportrait de lui-même. Parce que c'est sa vision de la chose qui va être présentée, que ce soit justement, comme toi, tu disais, un documentaire, au montage final, c'est ce que toi, tu veux imprégner dans le monde que tu vas choisir de garder pour ça. Mais à faire pour la musique, pour des textes, quoi que ce soit, même si quelque chose est dit avec une ironie ou quoi que ce soit, c'est ton intention, c'est une partie de toi-même que tu représentes dans ton art. Vraiment. C'est exactement ça que j'entends dans ce que tu me dis, que ça a été conscient ou inconscient, mais que des fois, tu as voulu dire, moi, j'ai vécu ça avec ma sœur. Ou je veux juste explorer ce thème. Puis après, les faux sapins, il y a une corrélation directe. Oui. C'est ça, même sans y penser, mais qui est là, puis des explorations de thèmes, OK. Ça me tente qu'on parle un petit peu des jumeaux, parce qu'il y a des choses que j'ai pu
remarqué que je trouvais que c'était des choix, soit du documentaire ou juste de filles qui étaient un peu comme spécial, mais mettons, bon, les deux ont 14 ans, mais quand ils font du vélo, il y a juste Raphaël qui porte un casque. Ouais. Alors que, mettons que je pense à moi, quand je vais faire du vélo, j'essaye le plus possible de porter un casque, même si j'ai 26 ans, tu sais. Ils vont sur le lac, j'imagine. C'est pas une rivière, c'est un lac, sur une planche, puis Raphaël porte une veste de sauvetage, mais pas Rémi. Ouais. Est-ce que c'était intentionnel? Est-ce que c'était scénarisé? Est-ce que c'est juste ça qui est arrivé? Puis... Ouais, en fait, c'était pas du tout dans un scénario quelconque, c'est juste la réalité. OK. Fait que c'est Rémi, tu sais, c'est dans le sens que Rémi a plus de, tu sais, à l'époque, à 14 ans, avait plus d'aise à nager que Raphaël sur un lac. Fait qu'il fallait que Raphaël aille une flotte là, pour ça. Puis même chose, tu sais, c'est ça, ces petites différences-là que, justement, c'est des détails, mais qui ont la même âge, ils sont du même noyau, mais pourtant, il y a comme des différences dans la façon qu'ils vont devoir aborder la vie. C'est Rémi, tu sais, qui dit à Raph, mets ton casque. Oui, c'est ça. Ouais. C'est lui, puis il y a comme quand même une âme de frère, de grand frère protecteur, même si on le même âge, tu sais, mais c'est beaucoup ça. Parce qu'il y a même. Mais je trouvais ça. En tout cas, je te posais la question parce que, d'une certaine façon, je suis content de savoir que c'était juste comme naturel parce que c'est comme si je me disais, voyons, c'est trop facile. Non, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, là, tu me le mets l'indice, là, tu sais, comme si c'était un peu trop scénarisé. Puis mais fait que je trouve ça le fun de voir ça, puis que vous ayez pu laisser le libre cours à ça aussi, tu sais, dans le sens que il aurait pu avoir quelqu'un dans l'entourage qui dit, non, Raphaël, Rémi, porte un casque, tu fais du vélo, puis on tourne, il peut avoir un incident qui arrive, même à faire pour le lac, de dire, non, je sais que tu peux nager sans, mais tu sais, il aurait pu avoir ça aussi, fait que je suis content de découvrir que non, dans le fond, c'est comme on les laisse être le plus... Ouais, parce que ça, tu sais, quand je disais les cadres, c'est bon, il y a le lac, mais après, même, tu sais, j'avais jamais pensé à ce que tu me dis. Puis je suis comme, c'est vrai, mais parce que ça faisait partie de leur vie, de leur quotidien, puis c'était comme ça qu'ils fonctionnaient, tu sais. Fait que c'est des détails que eux, tu sais, parce que là, ils ont quand même une dynamique puis une relation entre eux à l'extérieur, dans le sens même si nous, on est là, ils ont leur lien à eux. Fait que c'était de les laisser vivre, en fait, puis de jouer avec ça. Ouais. Ah, OK. Mais c'est ça, mais je voulais poser la question parce que moi, je veux dire, me connaissant qui est comme presque trop père-poule dans la vie, j'ai pas d'enfant, là, mais je veux dire, j'aurais fait comme, Ouais, c'est vrai. Wow, OK. Mais je trouve ça vraiment le fun. Les garçons, ils l'ont vu, le documentaire? Oui. Est-ce qu'eux voient la même chose que toi, t'as voulu présenter? Est-ce que t'as déjà eu une discussion semblable à ça avec eux? Je pense que je sais pas s'ils ont eu la même nécessairement comme vision que moi pour le film et tout, mais je pense qu'il y avait comme une belle notion d'échange et de partage de les deux voyaient aussi qu'est-ce qui s'apportait l'un et l'autre à travers ce film-là. Puis eux, c'était, tu sais, quand ils l'ont vu, c'était aussi, on se rappelle des souvenirs, on voit des choses, puis ils comprennent l'évolution de leur relation. Fait que je pense qu'il y avait beaucoup ça. Puis je continue à les suivre dans un long métrage, parce que les jumeaux ont 18 ans. Puis je veux vraiment les suivre sur une très longue période de temps. Puis pour faire un documentaire qui va être la suite de Oasis. Qui s'appelle Les Dimanches. Puis ce film-là, justement, je veux les suivre sur une très longue période de temps. Puis je leur demandais, tu sais, maintenant vous avez 18 ans, comme pourquoi vous voulez faire maintenant à votre âge? Maintenant, qu'est-ce qui vous pousse à vouloir participer au film? Qu'est-ce qui vous tente? Puis les deux avaient des réponses différentes, mais il y avait beaucoup la réponse de c'est des images aussi qu'on n'aura jamais. Sinon, parce que dans 5 ans, on va se rappeler des moments qu'on se serait pas rappelé si le film existait pas. Et aussi, d'une autre partie, ça nous permet de faire des activités ensemble. Oui. OK. Ça. OK. C'est le fun. Parce que tu es encore en contact avec eux autre que pour faire des films. Oui. OK, c'est bon. Je t'imaginais presque 4 ans plus tard. On fait non. Non, mais ils ont été au courant aussi de la réception d'Oasis.
Oui, où le film est allé et tout. Sont venus à des projections aussi. Fait que... OK, c'est le fun. Ça me tente qu'on parle de cette réception-là parce que je veux pas... Bon, la culture dans laquelle on est, on aime ça quand les choses fonctionnent. On aime... Ben c'est normal, là, mais je veux dire... On valorise les choses lorsqu'elles sont valorisées. Je comprends. Tu as mentionné justement, il y a eu comme un bon accueil, une belle réception. Comment est-ce que tu qualifies le fait que c'est une belle réception, mettons? Si tu avais à nommer des facteurs qui font en sorte que tu sens que la réception a été bonne. Ouais, mon Dieu. C'est rare que je parle de ça, mais... Ça a gagné des prix. Là. Oui. Ça a été comme un peu un effet boule de neige. Ça veut dire que tranquillement, comme j'ai commencé à comprendre que c'était une bonne réception puis que le film touchait beaucoup les gens. Fait que la première chose, la toute première, c'était d'être prise par un distributeur pour faire le film. Dans le sens, c'était comme de commencer à être distribué, puis après de voir. Puis, tu sais, la réception, c'est beaucoup quelque chose dans le regard des autres. Puis moi, par contre, c'était important que peu importe le film où il allait, j'étais vraiment contente avec ce que j'avais fait. Puis, tu sais, je veux vraiment aimer mon film. Puis, je me dis toujours, s'il y a une seule personne qui doit aimer mon film, c'est moi-même. Parce que c'est moi qui vais le regarder. Puis, je vais être ma première spectatrice, en fait. Fait que pour moi, c'était vraiment important. Puis, je pense que c'est... Tu sais, dans l'industrie, il y a comme des paliers, puis il y a des festivals qui sont identifiés. Il y a comme des choses qui... Tu sais, il y a des marches, en fait, un peu qui t'indiquent que ça a une belle réception ou un succès et tout. Mais je pense qu'un des moments qui m'a le plus marqué, puis j'en ai souvent parlé, mais c'est quand on a... parce qu'on a été acheté... Ben, il y a eu une vente au New York Times pour Oasis. Puis il y a eu le 3 octobre 2023. 3 octobre 2023, je pense, ou 2024. Non, 2023. Je me trompe avec l'année, là. En tout cas, le 3 octobre 2023, il y a eu le release, fait que la sortie d'Oasis sur le New York Times. Puis cette journée-là, les commentaires ont explosé. Ça a été le vidéo le plus vu de la journée. C'était comme... L'équipe du New York Times était comme « wow ». Puis pour moi, c'était comme... J'ai comme compris. Puis c'était pas dans « bon film ». Tu sais, je suis allée voir les commentaires, évidemment, mais c'était pas des commentaires comme « bon film, bravo ». Tout ça, c'était... Ah, moi aussi, j'ai un frère, puis j'ai voulu l'appeler aujourd'hui, ou comme, ah, moi, je suis parent de jumeaux qui vivent la même chose, puis là, quelqu'un qui répond, You're not alone, toi aussi, tout ça. Puis il y a comme eu un sentiment de, ce film a pu être, dans ce matin-là, pour des gens, un petit outil ou une petite arme de courage ou de lumière, en tout cas pour comme des gens qui se voyaient à travers les jumeaux. Puis pour moi, ça a été la seule raison pourquoi c'était assez que j'ai fait ce film-là. Dans le sens que c'était comme... C'est pour cette raison que j'ai fait des films. Pour ouvrir un dialogue, pour toucher des gens qui vont se reconnaître puis qui vont peut-être pouvoir comme créer du mouvement dans leur vie. Donc, c'est pas de sauver les gens, mais c'est de créer du mouvement dans la vie des gens. Puis pour moi, c'était comme vraiment important. Puis d'avoir une aussi belle réception, puis de continuer à aller en festival, de continuer à accompagner le film, puis que des gens restent jusqu'au Q&A, puis après, puis qui viennent me voir pour me dire comme... C'est la première fois que je me suis sentie compris dans quelque chose. C'était comme vraiment, tu sais, tu dis, il y a une portée humaine. Au-delà de cocher des cases de festival et tout, mais justement d'aller dans quelque chose qui était plus... J'ai rejoint mon public. Puis pour moi, c'était ça, avoir une belle réception, c'était de rejoindre le public cible de ce film-là. Puis c'est super important pour moi. Puis c'est pour ça que, tu sais, le fait que le film soit... On pourra en parler tantôt, mais le fait que le film soit encore en ligne gratuitement, c'est la chose la plus importante parce que c'est que les gens le voient le plus possible pour s'identifier ou... Ça continue de le faire vivre, là, ça fait en sorte qu'il y a une durée de vie. Oui. Exact, exact. Je trouve ça le fun que ce que tu apportes, c'est pas le bravo qui est important, c'est l'atteinte. Ouais, puis le bravo, évidemment, fait du bien, surtout quand c'est comme une première œuvre, puis tu patauges vraiment dans l'industrie en ne connaissant pas
les règlements ou les instructions, puis tu vois, mais après que le film, tu sais, dans l'industrie a aussi une portée beaucoup dans le milieu éducatif aussi, dans les festivals jeunesse. Dans quel pays qu'ils l'achètent à chaque année pour le montrer dans une école? C'était-tu dans une école? C'est dans un programme scolaire. Ben là, ça fait comme plusieurs années qu'il est en Hongrie, mais il est en Ukraine aussi, et comme dans d'autres écoles et tout. Fait que, ouais. OK, cool. Le thème, justement, de l'enfance, l'évolution, en fait, là. Oui. C'est aussi le thème de Les Faux Sapins, qui est ton premier court-métrage de fiction. Oui. Ça me tente qu'on jase de ça un petit peu. C'est l'histoire de deux petites filles qui... À Noël. À Noël, oui. À Noël. Puis dans le fond, il y a quelque chose qui arrive de malheureux, puis il y a comme une des deux petites filles qui s'en rend compte, mais qui le cache à sa sœur juste pour la protéger de pas évoluer trop vite. Exact. Si je peux le comprendre comme ça. Oui, vraiment. Puis c'est l'histoire justement de ces deux petites sœurs-là qui, une perd son innocence, mais va donc protéger l'innocence de la plus jeune, même si elle est comme basculée dans le monde des adultes, on pourrait dire. Oui. Oui, OK. Donc, ça vient clairement... Moi, ce que j'aime, c'est que autant dans Oasis que dans Les Faux Sapins, j'ai l'impression qu'il y a comme un même intérêt de parler d'une certaine façon de l'enfance. Oui. C'est quand même quelque chose que tu as l'air de porter. Oui, Est-ce que je me trompe? Ben, beaucoup moins maintenant, parce que ce qui était beau en complétant Les Faux Sapins, c'est que je me suis dit, j'ai vraiment l'impression que j'ai répondu à des questionnements que j'avais. Ah ouais? Fait que c'est comme si, tu sais, là, c'est le deuxième film que je faisais sur... Puis plus spécifiquement, je pense que c'était comme la ligne entre l'enfance et l'adolescence, ou la ligne entre l'enfance et le monde adulte, puis comment ça peut basculer, puis comment, pour moi, c'était comme cette ligne-là qui m'intéressait beaucoup à explorer. Puis en finissant Les Faux Sapins, je me suis dit, puis c'est encore des lignes qui m'intéressent, mais je sentais que j'avais un sentiment d'avoir comme nourri cette partie-là de moi qui cherchait à l'explorer beaucoup, puis à peut-être guérir quelque chose ou répondre à quelque chose. Okay, mais c'était des thèmes, en effet, qui sont pour moi comme très personnels, parce que c'est un peu ce que j'ai fait. Ma sœur, on dirait que j'ai tellement aimé notre bulle de l'enfance avec elle, puis comme les mondes qu'on imaginait, puis la complicité qu'on avait, que quand cette bulle-là commence à être challengée par le monde extérieur, que ça soit quand tu commences enfin à entendre des choses que tu comprends pas trop puis qui sont vraiment plus liées au monde adulte, que moi, ça me faisait peur, tu sais, de perdre cette bulle-là. Fait que j'ai commencé à, parfois, tu sais, je lui racontais des histoires pour comme vraiment la garder dans l'enfance, puis de dire non, c'est pas ça et tout. Fait comme je protégeais vraiment son innocence, mais moi je la perdais complètement, en fait. Puis cette ligne-là, justement, de traverser, puis de moi me sentir que j'avais traversé une ligne, puis que maintenant j'étais dans l'âge adulte malgré moi, ou que j'avais vraiment pas le goût. Puis que j'aurais vraiment voulu écouter. Puis c'est ça aussi, vraiment voulu continuer à rester à jouer avec elle, même si j'étais trop vieille maintenant et tout. C'est comme toute cette période-là, que quand tu grandis, puis quelles sont les étapes aussi que tu franchis, c'est tous des questionnements qui m'intéressaient vraiment beaucoup. Pas des questionnements, mais des thèmes aussi de comment d'une enfance à l'autre aussi, c'est pas vécu de la même façon quand on grandit, quand on entre dans l'adolescence et tout. Puis je pense qu'au-delà de ce thème-là, ce qui m'intéresse beaucoup dans ma démarche en tant qu'artiste, c'est les étapes puis les rites de passage, en fait. Puis tout ce qui est comme dans les étapes qui prennent du temps, puis comment le temps s'installe entre chacune de ces étapes-là, dans les cycles aussi. Fait que toutes ces progressions-là, je trouve ça vraiment fascinant. Parce que c'est vécu toujours différemment, mais on peut quand même parler d'expériences communes souvent. Dans ton processus de création, justement, d'écriture du film Les Faux Sapins, ou même Oasis, est-ce que c'est après ces deux œuvres-là que tu as comme réalisé qu'il y avait peut-être un apport à l'enfance, ou dans ton processus de création, tu avais déjà dans ta tête
l'identité de ce concept-là ou l'identité de cette idée-là? Ouais, non. Vraiment, c'était après que j'étais intéressant. 2 films qui portent sur la même chose. Vraiment, comme ça a été après coup. Puis c'est ça, après, c'est que là, je commence à être consciente aussi dans cette démarche-là de c'est quoi les thèmes qui m'intéressent. Je suis beaucoup plus consciente de sur quoi j'écris. Fait que c'est de voir comment ça se matérialise ou ça se transforme. Ouais, OK. Mais en effet, ces 2 œuvres-là, c'était assez inconscient. Okay, ouais. Comment ça se passe parce que là, on a un peu parlé au niveau du documentaire avec Oasis, mais pour une fiction comme Les Faux Sapins, pour toi, de passer de l'imagination, de l'écriture, comme tu le disais au début, mettons la partie que tu trouves vraiment le fun, à justement le tournage, là, c'est vraiment des... Je vais pas appeler ça une épreuve, là, mais c'est un challenge quand même différent. Là, tu vas pas juste suivre la direction des acteurs aussi, clairement, acteurs, actrices et tout. Ça se passe comment au moment du tournage, au moment de faire en sorte que ton imaginaire se matérialise, en fait. Parce que là, pour qu'il puisse se matérialiser comme tu le veux, ben, t'as d'autres personnes impliquées. Oui, t'as la même chose avec le documentaire, mais je veux dire, c'est moins l'imagination qui... C'est un peu plus une constatation. Ouais. C'est comment de faire ça? Ben, en fait, je pense que pour moi, le documentaire, je l'imagine autant qu'une fiction. Okay. Fait que les deux, c'est comme des univers que j'imagine. Puis après, ben, le réel joue une grande part dans le documentaire, mais joue une grande part dans la fiction aussi. OK. Peut-être qu'il y a plus de détails parfois dans la fiction. Mais moi, c'est la partie comme que j'ai vraiment hâte parce que là, je me dis, oh mon Dieu, l'univers. Puis je pense que c'est ça que je préfère dans créer au début, c'est de créer un univers, puis d'imaginer un univers, puis tu imagines la palette de couleurs, les sons, les détails, comme comment les gens vont, comment ils se ressentent et tout, puis comme ça, pour moi, l'immersion d'un film, j'adore comme me plonger dans cet univers-là avant de le filmer. Ouais. Puis après, je me dis, oh mon Dieu, c'est comme ma fête, là, parce que je m'en vais filmer, puis je m'en vais comme matérialiser ce que j'avais dans ma tête. Puis pour moi, l'immersion continue dans le tournage autant. Fait que c'est pas juste le film qui est l'immersion. Tu sais, l'immersion est là du début à la fin pour moi. Fait que dans le tournage, ben, par exemple, Les Faux Sapins, c'est un bon exemple parce que, bon, on a filmé, c'était la fin du mois de novembre. Bientôt Noël, mais pas encore à 100%, mais là, c'est un film de Noël. Fait que, tu sais, on portait des trucs de Noël. C'était vraiment important, tu sais, on pouvait mettre de la musique de Noël entre les prises. À chaque jour, on avait des petits desserts de Noël qu'on donnait à toute l'équipe différente. Tu sais, comme vraiment, on est dans Noël. Les actrices, c'est des deux enfants, sont plongés dans l'univers de Noël, puis c'est comme l'immersion pour tout le monde, puis que moi, ça soit le fun, tu sais, puis qu'on est en train de matérialiser quelque chose qui est vrai, au final, même si c'est de la fiction. Ouais. Mais c'est vrai ce qui se passe, tu sais, comme on est vraiment en train de vivre des choses tous ensemble et en même temps. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment beau, les tournages puis les plateaux, parce que dans la société dans laquelle on vit, qui devient de plus en plus aussi comme effrénée dans le rythme, mais aussi très individuel, quand est-ce que ça arrive qu'on va vivre quelque chose de collectif tout en même temps? Comme autant à une échelle aussi que là, tout le monde travaille pour faire un plan. Donc tout ça, puis c'est un peu la même chose quand tu vas voir un film au cinéma. On va tous vivre la même chose en même temps. Puis ça, je trouve ça tellement important puis tellement beau. Fait que ce processus-là que je me rappelle pas de ta question exactement. Moi non plus. mais que ce processus-là de bâtir, pour moi, était vraiment important puis qu'il reste jusqu'à la complétion du film, en fait. Oui. OK. Puis c'est vraiment dans l'immersion. Fait que ce qui était différent, ben, au final, il n'y avait pas tant de choses de mon approche documentaire qui étaient différentes parce que au scénario, Florence et Simone, c'est leur vrai nom. Dans le sens qu'il n'y a pas de nom de personnage. Les noms des enfants, c'est Florence et Simone. C'est leur vrai nom. Puis elles n'avaient pas de réplique à apprendre.
c'était vraiment comme plus dans les intentions. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Tu sais, je leur parlais beaucoup avec des images pour vraiment qu'ils ressentent le film. Fait que c'était vraiment comme début à la fin. Tu sais, on va attendre avant de rentrer dans le lieu où ils rencontrent le Père Noël pour la première fois. Ben, on les amène pas tout de suite. C'est qu'on va attendre d'aller voir. Fait qu'on peut aussi capter leur émerveillement et tout. Fait que c'est des vrais... C'est une approche vraiment cool à avoir pour de la fiction. Oui, puis pour moi, puis même, tu sais, avant, elles étaient pas sœurs dans la vraie vie. Fait qu'on est allé au Céramique Café, puis on est allé là comme qu'elles apprennent à se connaître, puis qu'elles soient à l'aise ensemble, qu'elles créent un lien. Ils sont encore amis aujourd'hui, me semble, ben, ce que j'ai pu entendre de toi dans une entrevue quelconque. Là. Puis, ben, tu sais, à le dernier, tu sais, je sais qu'elles sont restées en contact et tout. Puis qu'elles se sont vues après le film aussi. Puis que pour moi, que la caméra tourne ou non, ce sont les mêmes. Ouais, comme elles sont pas en train d'incarner un personnage. Elles sont comme une version, oui, d'un personnage, mais en même temps, ce sont plus leur essence à elles que je voulais montrer. C'était même leur... Tu l'as, t'as dit que c'était leur vrai nom. Oui. Fait que c'est des jeunes filles que tu connaissais déjà aussi? Non, mais dans le sens que j'avais déjà écrit le scénario, mais là, quand... T'as changé les noms? J'ai juste pris leur... Parce que c'était comme leur scénario, elle, puis c'est leur nom, fait que c'est elle. Ouais. OK. Ah, mon Dieu, je trouve ça tellement spécial parce que... Ben, non, mais c'est comme si je me rends compte que ce soit dans la fiction ou dans le documentaire, toi, ta vision, c'est comme... On laisse les choses un peu aller. Ouais, ben on fait confiance, puis on... Tu sais, c'est toute une question de... Est-ce que la caméra est à la bonne place pour moi? Fait que c'est pas une question de est-ce que le plan est beau? Est-ce que la performance, c'est pas une question de performance, c'est une question de plus, est-ce qu'on le ressent? Ouais. Puis est-ce qu'on sent qu'est-ce qui se passe? Puis est-ce que, mettons, les actrices sont alignées avec la scène aussi? Qu'est-ce qui se passe dans la scène? Puis est-ce qu'elles comprennent la gravité d'une scène et tout? C'est beaucoup comme, est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Mais aussi comme, moi, c'est vraiment important d'aller chercher l'essence des choses dans une scène. Fait que plus comme qu'on aille au noyau, là, au corps de qu'est-ce qui est important. Il y a un événement tragique qui arrive durant le film. Puis là, tu parles justement d'essayer d'aller chercher l'essence puis la vérité dans... au jeu des acteurs un peu, tu sais, puis de dire, ben, ça va être leur vraie réaction, ça va être leur... Est-ce que la plus jeune des filles qui, dans l'histoire, ne voit pas ce qui se passe, ben là, j'imagine qu'elle a vu le film maintenant, mais au moment du tournage, est-ce qu'elle savait c'est quoi qui se passait derrière elle? Elle comprenait. OK. Mais pour elle, ben, comme pour nous tous, le Père Noël existe. Donc, oui, OK. Dans le sens que l'événement tragique, bon, dans le film, je vais pas révéler le punch, mais est en lien avec le Père Noël. Oui. Et tu sais, a beaucoup d'influence sur l'innocence d'un enfant et son émerveillement. Mais l'actrice, en tant que telle, était dans le monde magique du début à la fin et on n'a rien brisé de comment elle perçoit le Père Noël et tout. Je comprends. Donc, je vais préciser ma question. OK, excuse-moi. non, mais je trouve ça super ça le fun comme réponse. On parle en métaphore. Ben oui, c'est ça, on essaie. Juste au cas où il y a des enfants qui écoutent le podcast. Mais non, dans le fond, au moment de la scène, quand ça arrive, le personnage ne voit pas ce qui se passe. Oui. En effet, elle n'a pas vu ce qui se passe. Elle n'était pas là pour cette scène-là. C'est ça ta question? Elle était pas là pour cette scène. Elle est juste arrivée à la fin de la scène, puis les deux petites partent. Fait qu'elles n'ont pas vu. Elle n'a pas vu ce qui se passait. OK. OK. Mais elle savait qu'il y avait quelque chose de tragique qui était en train d'arriver dans l'histoire? Oui. OK. Ben, c'est ça que je me demandais, dans le fond, si c'était même allé au fait de. Bon, là, c'est tough de pas dire ce qui se passe. Mais bref, la plus grande sœur. C'est un thème qui est revenu, mais protège la plus petite sœur. Je me demandais si, au moment du tournage, la plus petite avait tellement été protégée qu'elle ne savait pas c'est quoi qu'il y avait même quelque chose de tragique qui se passait. Tu comprends ce que je veux dire? Non, ça, par contre, il y avait une transparence dans le sens que
tu sais, même elle, justement, avec le Père Noël, elle savait que c'était un acteur qui jouait le Père Noël. Oui. Puis que le Père Noël, on le voit jamais parce qu'il y a des représentants du Père Noël dans moi, la c'est ça que je me fais dire depuis que je suis enfant. Ben oui. Donc, il y avait cette protection-là, puis il y avait aussi cette belle dynamique-là entre Florence et Simone, où Florence avait quand même un rôle de grande sœur, tu sais, je trouvais ça vraiment beau, là, ce qui se battait entre elles, mais c'était comme beaucoup de bienveillance, puis Florence avait quand même comme tout ce souci-là que Simone soit dans l'émerveillement, puis Florence l'était aussi, à sa façon, mais tu sais, comme... l'émerveillement vient aussi du fait de faire un tournage. Oui. Qui était comme vraiment beau de dire comme, hey, pendant que tout le monde, dort, nous, on est encore en train de tourner, puis on est dans des lieux, il y a des gens qui nous costument. Il y avait comme ça qui était beau à voir pour des enfants. Au centre d'achat. Oui, c'est ça. Ouais. OK, c'est cool. Mm-hmm. On va passer à un troisième court-métrage que tu as fait, documentaire aussi. Oui. Que j'ai tellement adoré, que tu as réalisé en fait entre Oasis et Les Faux Sapins. Oui. Je vais te dire finalement pourquoi je l'ai adoré. Oui. Tu m'as envoyé le lien, je l'avais pas vu, j'en avais pas entendu parler, alors que Oasis, je l'avais déjà vu dans le passé. Les Faux Sapins, j'en avais entendu parler. Mm-hmm. Et là, il y a Carnaval que tu m'envoies et j'ai aucune idée c'est quoi. Donc, je commence à l'écouter. Puis je trouve que les plans sont vraiment beaux. Là. Comme là, je sais pas c'est qui était à la DOP, mais... Oui, Myriam Payette. Tellement talentueuse. Ça tellement beau, là. Oh mon Dieu. Fait que j'ai été enivré tout de suite dans le film. C'est juste au bout d'un certain moment que je me suis demandé, c'est-tu une fiction ou un documentaire? Ou c'est juste un essai visuel de... Parce qu'il n'y a pas vraiment de dialogue, il n'y a pas vraiment de... Puis c'est pour ça, j'ai comme été enivré du début à la fin en ne sachant pas si le but c'était fiction ou documentaire. Puis là, à un moment donné, j'ai comme compris un petit peu des codes qui allaient plus vers le documentaire. Mais c'est comme une des raisons pour laquelle je l'ai complètement adoré et dévoré. J'étais juste dans le moment présent, en fait. Puis ce qui se passe dans le film, c'est aussi des gens qui sont 100% dans le moment présent. Puis qui sont là pour jouer aussi. Oui. Fait que Carnaval, c'est un projet dont tu n'es pas l'initiatrice. Mm-hmm. On va finalement en jaser. Là. Je t'ai donné des compliments, mais sans même dire il y en était quoi, là? Non, mais je peux peut-être rebondir tout de suite de ce que tu disais. Parce vas-y, tu sais, Carnaval, si je peux le présenter brièvement, c'est une exploration du cirque en forêt. Pour des gens qui ont besoin du cirque comme moyen social de peut-être se sortir de certaines situations difficiles ou plus marginalisées. Mm-hmm. Puis c'est exactement ce que j'espérais faire avec le film, mais c'était comme de créer cette grande bulle-là, puis ce voyage-là dans le moment présent où on pouvait comme vraiment juste voyager avec le film. Puis c'est pas long pour Carnaval, les 10 minutes autour, là. Puis d'aller dans quelque chose qui était très, très immersif, encore une fois, et sensoriel. Oui, vraiment. La musique a joué un grand rôle aussi. Oui. Ça aussi, ça a fait en sorte que je me demandais si c'était fiction ou documentaire, parce que j'avais une discussion avec quelqu'un qui avait étudié vraiment spécifiquement en cinéma, puis beaucoup, beaucoup du documentaire, puis qui disait, à un moment donné, j'analysais un documentaire, puis parce que à l'entrée d'une personne dans le documentaire, la musique a changé puis c'est devenu dramatique. Lui, il avait écrit une critique comme quoi tu t'éloignes du style de documentaire parce que tu veux trop y mettre une intention. Ouais. Là, on s'attend qu'on parle d'un type de documentaire complètement différent des tiens. Donc vraiment, lui aurait peut-être été dans le jugement, moi pas du tout. Là, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mais je trouvais que... C'est ça, je trouvais que la musique, ça se prêtait tellement, tellement bien, puis j'étais tellement enivré que je me demandais où est-ce que l'intention de présentation se détachait un peu du documentaire pour en fait faire une présentation amusante. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Là, je trouve pas les bons mots, mais... Non, pas du tout. Mais c'est ça, Non, je comprends. Mais je pense en fait que c'est ça. C'était un projet pour être un peu plus précis sur c'est quoi. Dans le fond, c'est un événement. Donc, c'est un documentaire parce qu'on suit un événement qui est en lien avec plusieurs écoles ou organismes de cirque social au Canada. Le cirque social, c'est
c'est en fait faire du cirque pour briser l'isolement social que peuvent vivre certaines communautés qui vont vivre avec des problèmes peut-être de santé mentale, de pas vivre avec je dirais par exemple, tu sais, qui sont dans des situations plus précaires, peut-être parfois sans domicile fixe, en situation de handicap et tout. Donc, et qui utilisent le cirque pour justement briser cet isolement-là. Puis, à chaque 4 ans ou 2 ans, il y a cet événement-là qui a lieu dans une forêt où il y a plein d'organismes de cirque hors-piste qui amènent leurs participants. Puis, c'est un grand rassemblement de cirque pendant 2-3 jours. Okay. 2-3-4 jours. Et ce qui se passe dans cette forêt-là est juste simplement magique parce que on a l'impression que le temps n'existe pas, parce que c'est juste des gens qui veulent se rassembler, s'identifier, être ensemble, puis faire du cirque. Et que le cirque devient un moyen d'expression commun aussi. Oui. Pour tout le monde. Puis j'adore le cirque, j'en ai fait longtemps. Ah aussi. oui, OK. Donc ça m'appelait beaucoup. Puis c'est en partenariat avec l'organisme Cirque hors-piste de Montréal que on a bâti ce projet. Mais pour moi, je me disais, mais pourquoi ne pas faire de ce film un tout petit spectacle de cirque? Puis pour moi, un spectacle de cirque, c'est, dans son intention, c'est d'aller, de se dire, ben on part de... On sait pas trop ce qu'il va y avoir de la musique, beaucoup de couleurs, puis on sait pas trop ce qu'on vit, mais on est comme un peu... on se laisse aller dans cette expérience-là de voir un spectacle de cirque, d'être impressionné, de passer par une gamme d'émotions. Puis je me suis dit, ben j'aimerais ça que le film passe par cette gamme d'émotions-là, puis qu'on comprenne pas, puis qu'on n'aille pas catégoriser les gens non plus par peut-être leurs conditions ou leur situation à l'extérieur de cet événement-là, parce que tout ça, c'était ne pas identifier justement les gens par ce qu'ils peuvent vivre, mais juste par ce qu'ils sont dans le moment présent. Puis pour moi, alors, c'était comme de bâtir un peu une bulle magique autour de l'événement, des gens, puis d'aller justement de faire entrer la musique, les textures, le mystère aussi qui est important dans le film, la physicalité, fait que beaucoup de gens qui font du cirque, mais dans des settings comme la forêt, que c'est comme tellement inspirant aussi de voir des gens comme pouvoir s'exprimer naturellement dans la nature. Ouais, dans la nature comme ça, à travers des installations, des cerceaux et tout, la jonglerie. Fait que c'est comme un univers assez... puis que justement, si tu passes devant cette forêt-là, tu sais pas que tout ça a lieu. Puis de vraiment se focusser sur le moment présent à travers le film, puis d'espérer que le spectateur vit un peu la même chose à retardement. Wow! Mais succès. Mission réussie. Merci. À 100%. Là, je me demandais, parce que toi, tu as été approché pour faire ça. L'idée de base, est-ce que c'était de faire un documentaire, une présentation de l'organisme, de l'événement? En fait, non, c'était un super beau partenariat parce que Cirque hors-piste voulait vraiment une pièce artistique. OK. Fait que c'était pas non plus pour couvrir des faits, mettre des informations ou faire la promo. C'était vraiment comme une œuvre qui existerait aussi pour les élèves, pour la communauté. Parce que, tu sais, la meilleure soirée de projection, ça a été à Cirque hors-piste avec tous les gens, beaucoup qui avaient participé, puis de voir comment comme cette œuvre-là était pour eux au final. Ouais. Donc, c'était beaucoup ça, la mission. Fait que moi, ça me donnait une liberté énorme que j'en suis très reconnaissante, mais qui peut me dire, ben je peux faire un film avec cette base-là qui est d'aller à l'événement puis de documenter un peu ce qui se passe, mais vraiment à travers mes yeux, puis à travers ce que je vois, puis comment je suis témoin aussi de cet événement-là, puis comment j'y participe aussi, comment je rencontre les gens. Fait que c'était comme vraiment une belle expérience au final. Ouais. Ouais, OK. Est-ce qu'il y avait encore une fois une scénarisation qui avait été faite d'avance? Est-ce que tu savais, mettons, sur le lieu, à quel moment il allait avoir quelle affaire pour se décider d'aller, à telle heure, on va filmer telle chose qui se passe? Ouais. Ben, il y avait des contraintes dans le sens, il y avait tellement de gens que je ne pouvais pas non plus avoir rencontré tant de gens avant. Donc, c'est sûr que j'allais pas rentrer dans des entrevues et tout, puis c'était plus comme...
ça va être un grand spectacle pour l'équipe de tournage aussi, puis de voir qu'est-ce qui se passe, puis de se laisser un peu inspirer par ce qu'on va voir. Mais ce que tu peux remarquer dans mes 3 films, c'est qu'il y a inconsciemment des structures un peu similaires de on part dans une réalité, on entre dans une bulle pour la quitter. Ouais. Puis Les Faux Sapins aussi, c'est ça. Oasis, on est dans une bulle, mais après, on revient dans la réalité. Ça, je l'ai surtout remarqué parce que c'est au skatepark que ça commence, que ça termine. Puis sans que ça soit dans le même lieu, mais Carnaval était aussi... Je veux dire, j'avais pas scénarisé, mais j'avais une idée de l'immersion que je voulais apporter. J'avais des idées aussi de la nuit, tu sais, avec des lanternes, il y a comme c'est une scène dans le film que je voulais vraiment comme faire, que j'avais imaginé, le visuel et tout. Je savais que je voulais amener beaucoup d'importance à la forêt, le traitement sonore de la forêt aussi, puis cette idée-là de bulle, de se dire mais cette bulle-là n'est pas éternelle non plus, puis à la fin, il y a quand même une conclusion à cet événement-là, puis tout le monde retourne dans leur vie. Oui. En fait. C'est à ce moment-là que j'ai été sûr que c'était pas une fiction parce que j'ai vu William Laplante dans le plan. J'ai dit comme, OK. Ouais, mais lui qui travaillait aussi puis qui aidait toute la fin de semaine. Ouais, c'est ça. Avec l'organisme, ouais. Oui, en tout cas, fait que c'est finalement à la fin qu'il y a eu le cue de non, OK, c'est pas une fiction. Je pense pas que Will, il serait juste là. Puis... non, c'est vrai. Wow, OK. Une autre chose que j'ai remarqué, justement, Oasis, Les Faux Sapins, c'est beaucoup comme l'enfance, le jeu. Mais au final, Carnaval, c'est aussi un peu se laisser tout simplement jouer, en fait. C'est vrai. Fait que c'était, même si c'est ça que je trouvais drôle, c'est que quand j'ai appris tantôt que c'était pas ton intention, Carnaval, mais que ça avait été une proposition extérieure, c'est comme, dans le fond, c'est revenu quand même à l'idée de, on est là pour être bien, puis on se remet dans le jeu au final, là, parce que c'est des gens qui sont rassemblés là pour s'amuser. Beaucoup dans le moment présent. On dirait que c'est comme vraiment important pour moi de vraiment se laisser la liberté d'être, puis la liberté d'être dans le moment présent à travers le film, puis de justement retrouver, puis de pas non plus se faire catégoriser. Fait que oui, il y a cette notion-là de jeu, mais aussi de juste, sans explication, pouvoir un peu se laisser porter par ce moment-là. Être, tout simplement. To be or not to be. Mais oui, OK, wow. Oasis va avoir une suite, tu l'as mentionné tantôt. Oui. Les dimanches. Oui. À quoi on peut s'attendre? Parce que là, tu es en train de le scénariser. Ouais, là, je suis en train de le structurer beaucoup. Structurer, oui. Même moi, je me pose la question à quoi on peut s'attendre. Filmer des gens sur une longue période d'années. Je peux m'attendre à tout. C'est une longue durée. Plusieurs années. Oui, wow, fait que peut-être 5, je sais pas combien de temps exactement je vais tourner, mais j'aimerais ça documenter leur entrée dans l'âge adulte, en fait. Ouais. Donc, pour moi, c'est ça, c'est important je suis en train de structurer puis de voir comme à chaque année qu'est-ce qu'on va filmer ensemble et tout. Puis on a déjà tourné un premier bloc avec les jumeaux cet été. OK. Où on retourne. Non, on retourne dans le chalet d'Oasis. OK. 4 ans plus tard. Okay. Alors là, c'est déjà tourné. Oui, on a tourné l'été de leurs 18 ans, où ils retournent dans le chalet d'Oasis 4 ans plus tard. Et là, Rémi amène Julia, sa copine. OK. Et on revoit les lieux qui ont un peu changé, on revoit leurs souvenirs, comment ils ont évolué physiquement aussi, qui était vraiment une belle expérience. Là. Fait que, Fait que là, la première année a été... Fait qu'il est commencé, je pensais qu'il était encore plus en préparation, mais là, c'est comme entamé quand même. Mais dans le sens, c'était les premières images. On a filmé quelques jours seulement. Là. C'était le premier jet pour pouvoir faire une démo et tout. Mais éventuellement, on va se plonger là-dedans. Wow. Okay. Puis est-ce que... En fait, t'aimerais que ça ressemble à quoi? Parce que là, mettons, je reviens à Oasis, mais que t'avais l'idée de, là, tu veux développer leur relation, t'avais justement créé cette bulle-là que tu disais, il va y avoir des activités. Là, comment est-ce que ça va se structurer pour se faire sur plusieurs années? Là, tu l'as mentionné, je sais, on va comme se planifier des moments où il y a des événements ou des choses qui arrivent. Ouais. Ça va être quoi le défi pour toi dans le sens qu'il y a encore plus de chaos auquel tu dois faire face que
Tu sais, ce sera pas tout contrôlé d'avance. J'ai l'impression que ça va être moins contrôlé d'avance. Ouais, ça va être de vivre un peu à leur rythme. Oui, c'est ça. Exact. Ouais. C'est ça que je veux dire. Ce qui va être différent de ce qu'a été le court-métrage de on vit à votre rythme, mais on est là 4 jours, puis on peut... ouais. À quoi tu t'attends? Dans le sens, est-ce que tu présumes déjà des actions de leur part, des interactions? J'aimerais beaucoup que ça soit comme... que cette bulle-là reste, dans le sens comme de pouvoir... Puis moi, je veux pas nécessairement beaucoup filmer à chaque année, mais juste des événements importants et tout. Puis de voir comment cette bulle-là, elle est challengée. Donc, par la vie, l'exclusion sociale, aussi qui est un thème du film. Mais justement, de voir comment cette bulle-là, parfois, entre les frères, est super forte. Puis des fois, à d'autres moments de leur vie, beaucoup moins. Fait que c'est beaucoup selon le point de vue de leur relation. Puis je veux vraiment que ce soit comme une quête vers la liberté. C'est comme une quête comment chacun va vivre comme son entrée à l'âge adulte, puis comment comment le choix de l'un et l'autre peuvent être influencés. Puis ensuite, comment ils vont vers une liberté qui est individuelle, puis qui est aussi comme la liberté de comment ils se sentent à l'intérieur d'eux, puis comment ils sont bien avec leur choix, comment ils sont challengés avec leur choix de jeunes adultes. Donc, c'est beaucoup là-dedans que je me plonge, puis comment ils vont traverser certaines étapes de façon tellement différente parce que il y a des contraintes puis des conditions physiques en jeu. Oui, oui. Là, aujourd'hui, Rémi, il est... En fait, de ce que tu as pu voir jusqu'à maintenant, ça ressemble à quoi la relation de ce que tu as pu filmer cet été? Si tu veux, t'es pas obligé de trop en dévoiler non plus. Ouais, j'en dévoilerai pas trop, mais ils sont à une belle place où ils sont de plus en plus autonomes. Ils sont de plus en plus... C'est ça, Raphaël aussi? Oui. OK. Les deux, ouais. Puis ils sont autonomes, puis ils sont conscients des choix de vie, puis des décisions qu'ils prennent, puis comment des fois ils peuvent se sentir plus dans la distance parce qu'ils se voient peut-être moins. Mais en même temps, il y a quelque chose qui reste de leur relation beaucoup, puis qui est beaucoup dans la bienveillance, puis dans l'amour de deux frères. Donc, on verra comment ça évolue. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est complexe. Puis c'est ça qui rend ça touchant, c'est qu'il y a comme autant de choix de vie parfois qui sont un peu hors de notre contrôle, puis qu'on voudrait différemment, mais qu'il y a comme l'essence de quelque chose qui reste quand même. Oui, je comprends. Il y a une phrase que j'ai vraiment beaucoup aimée dans Oasis. C'est toi qui faisais les entrevues, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Tu poses la question à Raphaël, est-ce que ton frère prend soin de toi? Puis là, il dit ou comment est-ce qu'il prend soin de toi? Puis là, il dit bien, beaucoup. Je me demandais si, d'une certaine façon, tu avais pu remarquer si Raphaël, lui aussi, il prend soin de Rémi. Oui, puis Raphaël, je pense que le ramène beaucoup dans le moment présent aussi, parce que Raphaël s'attarde aux petits détails, il s'émerveille des choses, fait que ça porte aussi comme ça influence le regard de Rémi, puis il est capable de dire son opinion envers son frère, envers ses choix. Fait que oui, je pense qu'il y a comme vraiment une influence différente de l'un et l'autre, mais qui apporte vraiment quelque chose dans leur relation. Vraiment. Wow. Wow. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, autre que, mettons, les dimanches? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Qu'est-ce que je te souhaite, en fait? Vers quoi est-ce que tu vas te ruer artistiquement dans les prochains temps, les prochaines années, les prochains mois? Concrètement, ben là, c'est sûr que je travaille sur un roman graphique. Oui. Fait que ça... Veux-tu m'en parler, en fait? C'est vrai, tu me l'as mentionné tantôt, puis j'ai comme complètement sauté par-dessus. Mais c'est encore trop dans le développement. OK. Mais c'est une histoire un peu fantastique et que j'écris. Donc, j'ai pas encore de personne dans l'illustration, mais moi, je l'écris, puis je fais le concept, puis je suis en train vraiment de développer l'univers. Mais ce qu'on peut souhaiter, c'est justement de plonger dans ces univers-là parce que c'est tellement difficile avec le bruit aussi, tu sais, de nos responsabilités, de nos obligations et tout, puis d'avoir comme des journées où on est comme un peu
en silence, puis on peut comme créer et tout, puis c'est comme tellement précieux, puis c'est tellement fragile en même temps que j'espère vraiment pouvoir faire beaucoup de place parce que j'aime vraiment ça, me faire de la place, puis mettre ces journées-là aussi comme importantes, que je vais pas remplir de plein de choses, mais vraiment comme laisser ces espaces-là à la création. Fait qu'on dirait que je souhaite, autant comme dans mes échanges ou dans mes rencontres qu'avec moi-même, vraiment prioriser ces échanges-là puis ces espaces-là de création. Puis de l'inspiration. Oui. Toujours, tu sais, mais j'aime justement comme je suis vraiment curieuse dans la façon de raconter, que ça peut prendre comme tu sais, ça peut prendre tellement de médiums, fait que j'espère juste pouvoir comme me lancer là-dedans. Fait que j'aborde vraiment la nouvelle année, vu que là on est pas mal à la fin. Décembre, là, mais aborder ça comme une plongée dans des univers, tu sais. Fait que moi, c'est vraiment mon souhait. Fait que c'est vraiment de plonger dans des univers qui, comme c'est les 3 films qu'on a parlé, mais m'en apprennent toujours plus sur moi-même. Mm-hmm. Fait que c'est toujours ça qu'on fait quand on plonge dans quelque chose. Fait que c'est de plonger, oui, dans moi-même, mais dans ces univers-là, puis de continuer à protéger cette immersion-là pour les gens qui liront ou qui regarderont les films, mais comme le moment présent aussi. Comme, même pour toi-même, en fait, là, de ce que j'entends. Là. De comme oublier ce bruit-là ou oublier le monde extérieur pour un instant pour juste comme plonger dans ces univers-là. Puis là, je vais en faire full circle, mais comme jouer ou avoir cet état-là d'émerveillement qu'on avait quand on était jeune, puis qu'on voulait juste apprendre, puis que notre journée complète, c'était un univers, puis que le lendemain, c'était un autre univers. Wow. C'est beau je trouve ça intéressant d'arriver de dire, bon, mais lundi, c'est dans tel univers, puis le mardi, c'est dans tel autre univers, puis on évolue là-dedans. C'est beau, c'est fun, c'est amusant comme façon de voir la vie. Je pensais qu'on se quitterait là-dessus, mais il y a une question qui m'est revenue, en fait, que je voulais poser tout le long, mais que ça vient de revenir. Comment est-ce que tu choisis les titres des œuvres que tu crées? Bonne question de fin. Oh, c'est difficile. Parfois, ça me vient d'un coup. Souvent, j'ai besoin d'aide. Ah ouais? Un petit truc, c'est souvent d'aller voir dans mes playlists de chansons. Puis souvent, il y a comme des titres de chansons, tu sais, que tu peux faire des associations, de dire, wow, tu sais, comme, je trouve que dans les titres de morceaux, c'est un très bon outil pour choisir des titres de films, dans le sens pas reprendre le même, mais s'inspirer. Oui, comme un outil. En fait, t'as écouté Wonderwall il y a 4 ans. Puis... Mais sinon, des fois, ils restent jusqu'à la fin. Des fois, c'est des titres de travail. Des fois, c'est des titres que j'ai juste pris comme ça. Finalement, ils sont restés. OK. Fait que ça dépend vraiment. C'est difficile. Mais il n'y a pas de clé. C'est comme... Je l'analyse, je suranalyse, je change de titre 5 fois. Finalement, je reviens à mon titre. C'est quand même un défi là, de ce que j'entends. Oui. C'est ça que je voulais savoir, dans le fond. Oasis, ça a été comme... Un matin, ouais, c'est ça. Un matin, je me suis réveillée, puis j'ai comme regardé la liste des synonymes je me rappelle pas quel mot, puis je suis tombée là-dessus, puis j'étais comme, oh my God, c'est ce mot-là. Wow. Puis Les Faux Sapins, par exemple, ça a toujours été ce titre-là. Mais je l'ai questionné 100 fois. Okay. Je trouve ça tellement le fun comme titre, là, parce que c'est juste comme, d'une certaine façon, les fausses apparences, mais en même temps. Oui, en effet. Il y a comme quelque chose que je trouve très magique dans tes titres. Là. Merci. C'est pour ça que c'est une question que je voulais poser. Là. Merci, oui. Merci beaucoup, Justine, sincèrement, de m'avoir donné ce temps-là. Ça me fait vraiment plaisir. À bientôt, puis je te souhaite de réussir à catégoriser chaque journée comme un nouvel univers. Et pas catégoriser, là, mais... Le ressentir. À le ressentir, à vivre l'immersion de chaque journée comme un nouvel univers. Voilà. Full circle. Merci.